Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va faire notre top 15 pound for pound français international. L'international, on l'a sorti hier en même temps que le français. Globalement, vous êtes d'accord avec nous. Quelques petites discussions sur le classement, je crois c'est Francis, Charles Oliveira, Adesanya. Sinon, vous êtes dans l'ensemble d'accord avec nous. C'est le français qui fait le plus parler. On va expliquer un petit peu notre raisonnement tous ensemble, et puis vous allez voir que c'était réfléchi, et puis qu'on a essayé d'être le plus impartial possible vis-à-vis de ce classement, et de faire justement en fonction des accomplissements de chacun, et surtout en fonction de ce qui s'est passé récemment pour chacun des athlètes, et puis on va répondre aux critiques les plus virulentes. Big Rusty, générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc on va commencer. Point très important, c'est un classement français, donc qui ne concerne que les Français. Il y a certaines personnes qui nous ont insultés en DM pour pourquoi est-ce que Dakaev n'est pas là. Il y a quelqu'un qui a même posté une story qui a dit le classement le plus ridicule de l'année. Donc ensuite, on a demandé pourquoi. On nous a dit mais où est Francis Ngannou? Donc Francis Ngannou est camerounais. Dakaev, on a demandé, pour vous dire, on a été jusqu'à appeler Aldric Cassata qui est son entraîneur pour demander est-ce que Mehdi Dakaev, donc on connaît bien, est-ce qu'il représente la France? Non, Mehdi Dakaev ne représente toujours pas la France, donc ok, ses performances sont incroyables, il mériterait d'être dans le top 10 aisément parce que champion du ILFC et de quelle manière, mais il ne représente pas la France, donc on ne peut pas le mettre dans ce classement, tout simplement. On a aussi, il y a pas mal de gens aussi qui ont été assez violents pour dire le classement est ridicule, point. Donc on demande des explications. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour nous d'argumenter avec des gens qui par exemple vont s'étonner du classement de Nassourdine, vont le mettre en 6ème et vont mettre Benoît Saint-Denis devant Nassourdine Imavov. Ok, là, c'est pour ça. Juste, si je peux t'arrêter 2 secondes, c'est vrai que ça, c'est des trucs que je ne comprends pas personnellement. C'est, de toute façon, qu'il y ait des débats et que ce soit virulent, ça c'est normal. C'est un classement qui est fait par des humains, même si on essaie de se baser sur des trucs les plus objectifs possibles. Mais c'est vrai que si c'est juste pour insulter et ensuite, lorsqu'on demande pourquoi, lorsqu'on demande quel est le classement, lorsqu'on demande est-ce qu'on peut avoir du coup des échanges argumentés et tout ça, et que soit les gens en fait après nous avoir explosé publiquement sont en mode ouais mais bon en fait c'est vrai qu'on est d'accord, ça pour nous on est en mode ouais mais du coup pourquoi le faire, et ensuite pour des classements comme ceux-là, en fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que si on se fait éclater, mais que Nassourdine, qui est numéro 11 mondial et qui a quand même battu des noms sur ses derniers combats, qui est sur une belle série de victoires, qui est en pleine bourre, Benoît Saint-Denis, il arrive, il va faire salement mal et on a trop hâte, mais mettre Benoît Saint-Denis devant Nassourdine, en fait, au niveau rationnel, je comprends pas comment ça peut avoir du sens. Et on a eu tellement de messages comme cela que, de toute façon, on n'a pas la vérité, on n'a absolument pas la vérité, absolue. La vérité absolue. Fuck that, on n'a absolument pas ça. On essaye d'être objectif et impartial, on essaye de faire au mieux, avec bienveillance toujours, mais évidemment, il y aura de toute façon des gens qui seront pas d'accord, et c'est normal, et tant mieux. Mais, ouais. Si au moins on peut se baser sur juste au maximum sur si on peut sur les classements ou au moins sur les premières places, sur des trucs qui sont vraiment factuels quoi. Surtout que c'est ça, nous on se base sur les accomplissements des athlètes, et c'est vrai que le gros sujet de débat qu'il y a eu à partir du moment où on a posté ça, c'est Parnasse derrière Cyril Gane. Alors les gars, ce qui est très important avec ça, il y en a pas mal qui disent forcément Cyril c'est votre pote, ceci, cela. Il faut bien se rendre compte que quand on fait ces classements-là, quand on donne par exemple nos trophées de fin d'année, il y en a pas mal, j'avais dit, un trophée de complaisance pour Cyril Gane. Cyril Gane, quand il remporte son trophée La Sueur, donc Cyril sort d'une année où il bat Jairzinho Rozenstruik, il bat Alexander Volkov, et il prend le titre intérimaire face à Derrick Lewis. On est tous d'accord pour dire que la catégorie des lourds est beaucoup moins dense que la catégorie des légers, des featherweight, des middleweight, etc. Mais Cyril a tapé les meilleurs mondiaux sur cette année-là. Donc, et fait quelque chose qui est historique, ou en tout cas, peu importe la nationalité du gars, il est combattant de l'année. Si c'est Israël Adesanya qui fait... peu importe le type, il arrive à obtenir ce trophée-là parce que c'est historique de prendre une ceinture UFC, que ce soit intérimaire ou la ceinture Undisputed, même si Undisputed, on est tous d'accord, elle est au-dessus. Donc, voilà, c'est pour Cyril Gane, et de faire
au-delà de ça, enfin, si quelqu'un avait voulu prendre la ceinture à Cyril, ou qu'il y ait une vraie discussion, il aurait fallu, par exemple, que Manon Fiorot remporte la ceinture, enfin, en tout cas, que quelqu'un remporte un titre UFC, parce que vous pouvez demander à n'importe quel athlète, n'importe quel combattant de MMA, le Graal, le trophée numéro 1, c'est le trophée à l'UFC. Et donc, la question, là, aujourd'hui, c'était Parnasse, derrière Gane, les gens s'étonnaient. Donc, Cyril Gane, sur ses derniers combats, et c'est ce qu'on avait répondu, justement, directement en commentaire, mais après, je laisserai Rust répondre, c'est que Saladin Parnasse est extrêmement talentueux, comme quand vous regardez l'historique, hein, quand on parlait de Cyril Gane, quand on parlait d'Israël Adesanya avant qu'il soit champion, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Chez Saladin Parnasse, on sait qu'il va se passer quelque chose, il est déjà champion au KSW, mais ça n'a rien à voir en termes de performance entre être champion intérimaire UFC et être champion du KSW. Ça n'enlève rien à la performance de l'athlète, mais on n'est pas du tout sur la même échelle, on n'est pas du tout sur la même planète. L'UFC, les gens confondent UFC et MMA quand vous parlez à des gens qui ne regardent pas régulièrement la discipline. Le seul vrai titre de champion du monde, entre guillemets, en MMA, c'est le titre UFC. D'ailleurs, c'est là que le top 15 signifie véritablement quelque chose, parce qu'ils ont un roster qui est à chaque fois dans chacune des catégories énorme. Et Cyril, sur ses 2 derniers combats, il fait titre intérimaire, il le remporte, et il perd de peu certes, mais il le perd quand même, le titre face à Francis Ngannou par décision unanime, et aujourd'hui, il est classé numéro 1, donc numéro 2, si on fait tout classement confondu juste en dessous du champion, dans la catégorie des lourds. Saladin est extrêmement fort, mais ce n'est pas aujourd'hui le même niveau par rapport à Cyril Gane en termes d'accomplissement sportif. En fait, c'est là où je comprends pas, c'est dans le sens, je pense que tout le monde, là je vois pas qui serait en désaccord avec la proposition que l'UFC est la meilleure organisation mondiale. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais du coup, si l'UFC est la meilleure organisation mondiale, bien sûr, il y a des athlètes qui sont dans d'autres organisations qui peuvent tout à fait être champions UFC. Quand on voit ce que fait Chandler en venant du Bellator, quand on voit, de toute façon, il faut bien être quelque part avant d'arriver à l'UFC. Et donc, c'est clair que Conor McGregor, qui était double champion au Cage Warriors, au Cage Warriors, il arrive à l'UFC, il devient champion UFC. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants hors de l'UFC qui ont peut-être le niveau de devenir champion à l'UFC. Mais c'est vrai que de manière générale, en tout cas, le meilleur moyen, le meilleur étalon pour savoir qui est le meilleur du monde à coup sûr, ça reste le titre UFC. Parce que c'est vrai que là, par exemple, si Saladin a le niveau pour battre Volkanovski ou pour être dans le top 15, le top 5 ou le top 15, ça, on le saura quand il y sera. Pour l'instant, c'est des hypothèses, mais les combattants que bat Volkanovski à l'UFC pour garder sa ceinture et les combattants que battent les autres champions dans les autres organisations, c'est pas le même niveau quand même. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont capables d'avoir un niveau monstrueux et qui seront champions UFC, et on le souhaite à Saladin et on a hâte de voir jusqu'où il peut aller. Mais c'est vrai que sur un top 15, l'UFC, c'est quand même autre chose. Et donc, effectivement, d'être champion UFC, c'est quand même le meilleur indicateur en termes de niveau global. Et avoir un champion intérimaire, c'était complètement fou, et ça reste complètement fou. Et il est numéro 2 mondial, je crois, toujours, Cyril. Complètement. Et pour finir sur notre méthodologie, donc nous on se base sur le classement, sur les classements mondiaux, le classement Fight Matrix, qui est indiscutable et où Fight Matrix analyse froidement la situation. Enfin, c'est un robot tout simplement qui met, je sais pas, vous êtes 103e, vous affrontez le 95e, vous allez prendre la place de 95e, celui qui a perdu contre vous va être rétrogradé forcément un petit peu. Et donc il y a ce classement-là que nous prenons en compte, plus le fait d'être un petit peu actif, des actualités du moment, par exemple Mansour Barnaoui, ok, vous allez nous dire, il n'a plus combattu depuis 2019, certes plus depuis 2019, mais au moment où il combattait, il était très 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 chaud, là il vient de signer au Bellator, il va bientôt revenir, donc à la manière de John Jones, on s'est dit que c'est quelqu'un qui, au moment où il a arrêté, enfin en tout cas arrêté, où il a fait son dernier combat, il était si haut, et comme aujourd'hui on sait qu'il va revenir, le fait de l'enlever du classement n'aurait pas été juste au regard de ses accomplissements, sachant qu'il n'est pas en retraite, c'est jusqu'à là il y avait une pause puisqu'il savait pas où il allait signer. Il a signé au Bellator, il revient bientôt. Et au-delà de ça, on prend aussi en compte l'organisation dans laquelle la personne est et le classement de ses adversaires, les accomplissements et surtout si les adversaires sont chauds ou pas. Parce que s'il y avait eu un classement, et c'est quelqu'un, donc Benjamin, qui nous a envoyé ça, et j'ai trouvé ça très intéressant, qui a envoyé son top 15 à lui, mais uniquement basé sur Fight Matrix. Et si on prend ce classement-là, et c'est là que vous... Donc un classement qui, pour le coup,
même si moi je suis pas d'accord avec ce classement-là, est sur le papier indiscutable parce que ça se base uniquement sur les classements mondiaux. Et donc, on a Cyril en 1, en 2, Nassourdine, en 3, Cheick Kongo, puisqu'il est 18e mondial chez les lourds Cheick Kongo, 4, Parnasse, 5, Taylor Lapillus, 6, Abdul Abdouragimov, 7, donc lui il pensait que Mehdi Dakaeff était français, 7 Dakaeff, 8, Trabelsi, donc Slim Trabelsi, il est en 8, donc nous on l'a pas mis dans le classement, mais c'est vrai que Slim, on regarde des adversaires qu'il a battus, il est 80e mondial en heavyweight. Voilà, et uniquement quand on se base sur les classements. Et donc là, le dernier, c'est là que c'était important parce que nous on voulait en parler. Donc voilà, par exemple, quelqu'un comme Slim, on n'en a pas parlé, il n'est pas dans le classement, il n'y a pas eu de demande non plus pour lui, mais si on était uniquement sur le classement Fight Matrix, il devrait, selon toute vraisemblance, figurer dans le top 15. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a le nombre de combats, les enjeux aussi qu'il y a eu dans ces combats, donc à savoir pas forcément de titre pour le moment, titre Ares, donc ça devrait arriver, je crois que c'est le 8 septembre prochain, qui fait que je ne le mets pas actuellement dans le classement. Je sais pas non plus, je sais qu'il avait représenté la Tunisie, donc je sais pas non plus s'il représente la France Slim. Et enfin, donc en 8ème, il y avait Grégory Baben. Et donc là, Grégory Baben, c'est le point qu'on voulait évoquer avec Big Rusty, car il n'apparaît pas dans notre top 15, et ça a été une vraie grosse discussion avec Big Rusty, parce qu'il était Guillaume. Je pense qu'il doit être dans le top 15, et moi je dis Big Rusty, le problème, c'est que c'est difficile d'enlever un des trois, et je pense qu'on a fait une erreur. Je pense qu'on a fait une erreur, Big Rusty, parce qu'il aurait mérité, comme tu l'as dit, d'être dans le top 15, parce que là, il aurait mérité d'être dans le top 15, mais la vraie question, et c'est là où moi je suis dans une situation un peu compliquée, c'est que il mérite d'être dans le top 15, Grégory Baben, mais 13e Damien Lapillus, 14e Ahmed Salamov, 15e Jati Melan. C'est difficile d'enlever quelqu'un. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de demande dans les réactions qu'on a eues par rapport à cette position-là, mais c'est vrai que de notre côté, on est un petit peu embarrassé. En fait, c'est effectivement, de toute façon, le classement a été fait avec la team élargie, la sueur, et donc ensuite on a tous validé, et donc de toute façon, ce serait me donner le beau rôle que d'arriver maintenant et de dire en fait moi j'étais pas d'accord, et de dire moi j'aurais pas fait ça. Mais tout le monde sait que Rust est le meilleur d'entre nous. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si je voulais m'exciter, il fallait que je m'excite juste avant, et juste avant que le classement soit validé. Donc, de toute façon, c'est ma faute. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, les places 13, 14, 15 du classement, c'est super serré, et c'est même serré avec Grégory Baben. Parce que c'est vrai que Grégory Baben, qui est donc sur je ne sais plus combien de victoires d'affilée, oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée, dont donc en fait, elles sont soit au Bellator, soit au M1, qui est l'organisation numéro 1A, enfin maintenant ça pourrait être disputé en Russie, et à Ares, c'est à l'Hexagone MMA, donc des grosses organisations. Il a affronté quand même quelques noms qui étaient en pleine bourre et qui avaient un gros palmarès, comme Mike Shipman par exemple, ou Glenn Sparv, ou Emiliano Sordi, même si ça remontait un peu plus. Et c'est vrai que pour moi, il y avait vraiment gros débat sur. En fait, au niveau de l'ordre, déjà, pour moi, c'est vraiment je sais plus comment on appelle ça, un jet de pièces, quoi. Pour la manière dont sont ordonnés 13, 14, 15 et Grégory Baben. Ouais, voilà. Pour moi, les quatre là sont interchangeables pour moi. Or, Grégory Baben, au niveau du classement, pourquoi Damien Lapillus est en 13? En fait, ce qu'on s'est dit, c'est quelles sont les catégories les plus denses, donc dans lesquelles il est le plus difficile de monter dans les classements, et quelle est la position intrinsèque de chaque adversaire, et qu'est-ce qu'il a fait lors de son dernier combat. Damien Lapillus, dernier combat, dernière victoire face à Amin Ayoub. Ensuite, on a Ahmed Salamov qui a remporté la ceinture Ares, et malheureusement Jati Melan qui s'est incliné lors de son dernier combat, première défense de ceinture au Cage Warriors. C'est pour ça qu'on a ce classement-là. Et il y a aussi, il y a eu quelques réactions sur la position de Faresiam, justement, et pourquoi Oumar Sy et Morgan Charrière étaient derrière lui. Pour ma part, on n'en avait pas discuté avec Rust, c'est un Faresiam, ok, il a perdu son dernier combat face à Terence McKinney, mais Terence McKinney, on se rend compte du mec que c'est, donc finalement il y a rien de honteux à perdre contre lui. Et deux, c'est l'UFC. Et pour moi, quand on perd à l'UFC, ça n'a rien à voir avec perdre dans une autre organisation. On aurait pu, si les gens avaient été derrière avec une série de défaites ou dans les mêmes conditions que Faresiam et avaient été à l'UFC,
je pense que ça aurait pu se discuter, mais là, comme Faresiam était à l'UFC et a perdu contre quelqu'un, on est en train de se rendre compte, regardez son combat contre Drew Dober, où il était à 5 mine de rien de finir Drew Dober, et vous regardez le tout dernier combat de Drew Dober, où le mec a un menton en adamantium, ça vous permet de vous dire, d'accord, en fait, le gars est vraiment chaud. C'est pour ça que moi, Faresiam, j'ai mis dans cette position-là, je crois qu'il est à 2-2 à l'UFC, il a été remercié de l'organisation de dernière défaite, là, face à Terence McKinney. Il perd contre un mec, tout le monde est en train de se rendre compte que c'est pas le futur de la catégorie, mais en tout cas un des futurs animateurs de cette catégorie lightweight. Il sort de l'UFC. Je pense qu'il y a pas mal de gars qui aimeraient avoir le parcours de Faresiam, et c'est pour ça qu'il est dans cette position-là. Et pour Oumar, on est tous d'accord que c'est le futur, possiblement bientôt le présent du MMA français. Il est au KSW. J'espère pour lui, prochain combat c'est le title shot, mais c'est vrai qu'il a pas encore affronté des adversaires du même calibre que Faresiam. Ouais, c'est ça. Bah, tout est dit. Hein. Ben voilà, formidable Big Rusty. Et puis concernant après Taylor Lapillus et Abdul Abdouragimov, donc peut-être Taylor Lapillus, pourquoi 4ème ? Bah vous n'avez qu'à regarder son run depuis qu'il est parti de l'UFC, c'est absolument monstrueux. La série de victoires qu'il a là, vous regardez les classements des gars et surtout la manière avec laquelle il bat les mecs. En fait, c'est ça aussi qui est impressionnant avec Taylor, c'est Nate Maness qui est à l'UFC, qui n'a perdu que contre Oumar, j'ai perdu son nom, Nurmagomedov, que contre Oumar Nurmagomedov, et qui était avant sur une série de 3 victoires. Clairement, Taylor, il s'en est occupé de la manière qu'il fallait. Ah oui, il a terminé sur sidekick. Il l'a terminé et il a pris la ceinture du TKO lors de ce combat-là. Donc c'est pour ça que, Taylor, vous regardez ses accomplissements, le fait que ce soit des combats pour le titre et contre qui il l'a fait, il y a pas photo. Abdul Abdouragimov, on l'a mis un... Oui. Excuse-moi, pardon. Et j'ai envie de dire aussi, pour Taylor, il y a non seulement le run qu'il a actuel qui justifie à notre sens son classement, mais en plus, il a déjà prouvé qu'il avait le niveau UFC. Et c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il fait actuellement, parce que il a quand même battu un ancien challenger au titre aussi en la personne de Wilson Reis. Enfin, il affronte vraiment, il affronte des gros adversaires quand même. Enfin, Demarte Peña, Wilson Reis, Marcos Breno, qui était quand même un gros prospect à l'époque. Mais surtout qui a signé au Bellator. Oui, voilà. Donc, ça me paraît quand même compliqué de ne pas mettre Taylor à ce classement quand on voit le niveau qu'il a prouvé à l'UFC. On rappelle à 3-1 à l'UFC, donc il a prouvé qu'il avait largement le niveau et pour aller beaucoup plus loin à l'UFC. Et on va voir maintenant justement. Mais c'est ça, au regard de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prouvé et de ce qu'il montre là en dehors de l'UFC actuellement. C'était quand même compliqué de le mettre plus bas, quoi. Et dernier point, Abdul Abdouragimov. Donc là, vous pouvez peut-être dire, les gars, je trouve qu'il est un petit peu haut par rapport aux autres gars et leur run, mais c'est vrai qu'Abdul est tellement en feu ces derniers temps que ne serait-ce que les 3 combats qu'il a fait là à Ares il termine tout le monde au premier round avec une impression de facilité et le côté inarrêtable que, toute proportion gardée, on l'avait dit avant son premier combat, donc c'est pas encore le niveau UFC bien évidemment, mais on a l'impression que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné le combat va aller au sol et là c'est terminé. Et c'est ce qu'est en train de faire Abdul. Dès que les mecs sont au sol, c'est terminé. Vous pouvez sortir le sablier et là le gars va se faire finaliser à un moment ou un autre dans ce round là. Donc et dans les combats pour le titre aussi. C'est pour ça qu'on voulait rendre hommage à cette performance de la part d'Abdul. Et voilà, pour le reste, je crois qu'on a été très clair. Birosti, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, et puis même parmi les adversaires d'Abdul, Carla Moussou, là, qu'il vient de battre, Godofredo Pepe, ancien de l'UFC, et qui était quand même, à l'UFC, il avait des finishes, c'était pas non plus... il est pas venu, il a pas fait 5 défaites et il est reparti, quoi. Ouais. Et honnêtement, c'est pour ça que c'est aussi pour moi le calibre d'adversaire qu'a battu Abdul qui le cimente, pour moi en tout cas, et du coup pour les gars de l'équipe, c'était à peu près ça qui le cimente à cette place. Exactement. D'ailleurs, on a dû batailler avec certains membres de l'équipe pour qu'il soit à cette position-là et pas plus haut. La personne se reconnaîtra. Donc voilà, Big Rusty. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les motivations pour ce classement et du coup dans quelle position on met tel ou tel adversaire. À chaque fois, il y a aucun côté partisan et justement, c'est. Après, on peut nous le reprocher et ce sera, c'est une critique et c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir été un petit peu effectivement dans la manière dont on a fait le truc, ça nous desservirait totalement en fait si on faisait juste passer les copains, tu vois. Je surkiffe Paulin Béguet. Si on avait mis Paulin Béguet dans le classement, là, il n'y est pas encore. Et attention, ça viendra peut-être. Mais voilà, on a quand même essayé au maximum d'être le plus impartial possible parce que si on commence à faire
à faire tout et n'importe quoi, bah de toute façon, voilà, la crédibilité, ça partira comme de l'ariette sur un radiateur. Oh wow, mais ce que je voulais dire pour finir, c'était justement par rapport au classement et ceux qui vont nous insulter ou être plus ou moins véhéments concernant, de toute façon, ce sera concernant la position de Saladin Parnasse, c'est de dire Saladin doit être devant Cyril. Rendez-vous compte de ce que vous avancez, ça veut dire quoi? Enfin, on sait tous que Saladin est un crack, mais se dire c'est quoi la progression pour Saladin? Si par exemple demain, ne serait-ce qu'il signe juste à l'UFC, il fait son premier combat, vous allez mettre ça au-dessus de tout ce qu'a fait Cyril Gane aujourd'hui? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très fort, comme tout le monde était d'accord pour dire que Cyril était très fort au début à son arrivée à l'UFC. On en parlait tous. Khamzat, regardez aujourd'hui, il est pas dans le classement mondial du top 15. Pourtant, Rust et moi, on est convaincu qu'il va prendre la ceinture. Et on est convaincu, enfin, on n'est pas convaincu, mais... Attends, contre Kamaru, là? Ouais, il va plier ça. Et on est... J'ai jamais dit ça, moi. Ah bah, moi, je suis convaincu qu'il va prendre la ceinture contre Kamaru. Wow. Et c'est quelqu'un qui, je pense aussi, va en avoir plusieurs à l'UFC. Pourtant, il faut savoir raison garder, les gars. Aujourd'hui, Khamzat Chimaev, le seul vrai gars qu'il a battu, quand je dis vrai gars, c'est quand on parle d'un classement pound for pound ou classement mondial et qu'on se dit le mec doit être au top, c'est Gilbert Burns qui était deuxième. Il y a qu'une seule personne qui l'a battu. On n'enlève rien à son talent, on sait tous que c'est un crack, on nourrit de grands espoirs pour la suite concernant Khamzat, mais c'est pas encore le cas. Voilà, faut laisser aussi le temps au gars de pouvoir se développer, et je pense que c'est pas rendre service à Saladin Parnasse que de lui dire bah aujourd'hui Saladin t'es au-dessus de quelqu'un qui a pris la ceinture intérimaire qui a son dernier combat perdu par décision pour le titre Undisputed UFC. Parce que si Saladin est déjà numéro 1 là, qu'est-ce que ce sera quand il fera le combat pour le titre à l'UFC? Il fait le combat pour le titre à l'UFC contre Volkanovski, ça veut dire quoi? Vous le mettez en pound for pound monde numéro 1? Enfin, faut savoir aussi se dire qu'il y a une marge de progression pour tous les athlètes. Saladin est un crack comme les autres athlètes français, comme Nassourdine, comme Taylor Lapis, comme Abdullah Abdouragimov, sauf que, il y a des étapes à passer qui passent par les différentes organisations et les différents adversaires que ces combattants-là vont affronter. Sinon, c'est vrai que je trouve qu'on perd un petit peu de raison par rapport aux accomplissements de chacun, parce que ça veut dire que, mine de rien, Cyril, de battre Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov, Derrick Lewis, c'est quand même quatre noms. Non, mais ça veut dire quelque chose. Même pour Nassourdine, oui, complètement. C'est pour ça. C'est-à-dire que, c'est là le run sur lequel est Nassourdine, donc il a battu. Alors, attends, c'est Yana Enish et Edmen Shabazian. Tous les deux partis KO. Tous les deux partis KO et qui étaient tous les deux dans le top 15, 20. Si je ne m'abuse. 19e Yana Enish et 11e pour Shabazian. Autant pour moi. Mais du coup, c'est vrai que si de battre un top 20 à l'UFC et un top 15, ça ne vaut pas quelque chose qui est quand même qui est une performance qui est au-delà, quel que soit le résultat qu'on puisse faire en dehors de l'UFC, je trouve que c'est un peu dur, quoi. Je trouve que c'est un peu dur. Après, évidemment, nos raisonnements sont faillibles, tu vois, parce que par exemple, tu vois, admettons, hypothèse, maintenant faudra qu'on parle de David Gallon aussi, putain, quelle légende. Non, mais quand je dis ça, tu vois, moi, tout dépend vraiment de l'adversaire Big Rusty. Par exemple, un gars qu'on a mis dans notre top 15, qui est 15e mondial, c'est Adriano Moraes. Peut-être que vous le connaissez pas, vous êtes, mais putain, mais Adriano Moraes, c'est qui ce gars-là? Bah, c'est le mec qui est devenu le premier à terminer Dimitrius Johnson par TKO. Bah, en fait, voilà, c'est un seul combat, c'est pas à l'UFC, mais c'est un pour le titre du One et 2 face à Dimitrius Johnson qui est l'un des plus grands de tous les temps. Donc automatiquement, vous êtes propulsé avec ce genre de performance. C'est pour ça que Patricio Pitbull par exemple aussi, bien qu'il soit pas à l'UFC, clairement c'est obligé qu'il soit sur le classement pound for pound. Parce qu'il a battu Michael Chandler, parce qu'il a battu AJ McKee là dernièrement, parce qu'il a battu je crois Benson Henderson, parce qu'il a battu tout le monde, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a l'UFC et c'est vrai que on se réfère à l'UFC, mais parce qu'il faut bien qu'il y ait un étalon et ce sont les numéros 1. Mais c'est vrai aussi que quand tu bats des noms qui sont des noms aussi monstrueux en dehors, il faut que ça compte pour quelque chose et ça compte donc pour quelque chose et c'est pour ça que Saladin est numéro 3 et c'est pour ça que Mansour est là et tout ça, tu vois. Et voilà. Pourquoi je dis tu vois, parce qu'on est d'accord. Mais... We'll see, Big Rusty. Bon, et juste, si on peut simplement, pour David Gallon, de simplement, je sais que personne n'était
comment dire, tout le monde était absolument OK avec le fait qu'il soit dans le top 10 pound français. Et voilà, et je veux simplement dire pourquoi, parce que je kiffe trop sa personnalité, je le kiffe trop. Enfin, on se connaît pas, hein, parce qu'on s'est juste vu et je l'ai interviewé une fois, mais voilà, en tout cas, il le sait pas, mais je le kiffe trop. Et pourquoi? Parce que il a, comment dire, là, il est déjà sur 5 victoires d'affilée, dont 3 au Bellator, les 2 dernières par finition au 2e round. Il a battu Ross Pearson, je sais que je le dis à chaque fois, par Rolling Thunder. Donc il y a les adversaires de qualité qu'il a battus, il y a le fait qu'il fasse des grosses performances dans des grosses organisations. Donc voilà, même si personne ne me demande mon avis sur David Gallon, voilà, il fallait que je le donne. Ouais, c'est et ça. Morgan Charrière, évidemment, aussi par ses grosses performances, mais est-il même utile de le préciser, au Cage Warriors, une des meilleures organisations européennes. Et voilà. Merci Big Rusty, Big shout out my sweet people, vous le savez. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis nos savons, c'est Onae sur onae.fr, HONAE.fr. On vient de sortir le Morito Booster. Donc merci pour l'accueil que vous lui réservez. Surtout merci vraiment pour le soutien qui est assez hardcore sur les savons. Parce que là, donc c'est le Stockton et le Black Argan qui vont bientôt être sold out. Ouais. Donc à chaque fois, il y a les réassorts qui arrivent. Mais vraiment merci, parce que même au niveau des ventes, on est très... Enfin, moi je suis vraiment surpris, c'est que on avait le pack BMF, donc on avait sorti, c'était à Noël dernier, où à l'époque on avait que 6 références. Donc à chaque fois qu'on ajoute des savons, le pack BMF forcément grossit, parce que le pack BMF c'est tous nos savons. Et vous êtes toujours très nombreux à prendre tous les savons. Donc franchement, on est très content. Et en plus, on a que des retours positifs, donc ça fait plaisir. Et aussi, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à, parce qu'en vrai, je suis super chaud, tu vois, mettez vos classements et tous les argumentaires. Si jamais il y a des désaccords avec le classement qu'on a fait, voilà, mettez-les en commentaire et en argumentant et tout. Enfin, vraiment, ça peut faire des discussions mortelles, tu vois. Mortelles. Cool. Mortelles.